Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Salut, podcast numéro 66. Je continue sur le livre Se libérer d'être fauché, Breaking Free from Broke. Je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 57 qui est le premier épisode de la série. Là, on est dans le deuxième épisode de la série. On va faire le chapitre 1 ensemble. Le chapitre 1, c'est Enchaîner au système. Je ne reviendrai pas sur l'introduction. Je vais tout de suite continuer en disant que le livre de Se libérer d'être fauché, c'est un livre de George Kamel. George Kamel qui est une personnalité de l'équipe de Dave Ramsey, gourou de la finance aux États-Unis, dont je parle souvent. Dave Ramsey, c'est une philosophie que j'ai appris à aimer en écoutant donc son émission de radio et podcast aux États-Unis, beaucoup basée sur à éviter les dettes à tout prix. Donc, Se libérer d'être fauché, c'est un livre récent qui est un petit peu la philosophie de Dave Ramsey au goût du jour. Aujourd'hui, on va parler Enchaîner au système. Enchaîner au système, le chapitre 1, ça se veut aussi un peu un chapitre d'introduction. Ça commence là avec une citation. « C'est difficile de libérer les fous des chaînes qu'ils vénèrent. » Donc ça, c'est une citation de Voltaire, apparemment. Voulant dire que si on est enchaîné parfois, c'est peut-être sans s'en rendre compte qu'on l'est. Et puis, évidemment, c'est pas facile d'aller libérer quelqu'un qui est enchaîné s'il ne sait pas qu'il est enchaîné. Ou en fait, s'il vénère les chaînes qu'il tiennent enchaînées. Hein? Donc, c'est un peu ça. On va parler de changement de paradigme. On va parler que le système nous garde, nous piège, nous garde enchaînés, mais qu'on s'en rend pas compte. Hein? C'est un peu ça le problème. Donc, dans le chapitre 1, on va parler de ça. On commence aussi en disant que, il y a l'idée préconçue que le petit homme, l'homme, dans le fond, ne peut pas améliorer son sort. Donc, celui qui part de zéro, peut-être vous vous êtes déjà dit ça vous-même, on sent que c'est difficile d'avancer. Puis ça, c'est surtout quand on se retrouve justement piégé par le système. Où est-ce que c'est facile d'arriver avec cette excuse-là que, peu importe ce que je fais, dans le fond, ça changera rien parce que les riches vont s'enrichir toujours plus rapidement, puis moi, j'ai pas de façon de m'en sortir. Ça, c'est l'état d'esprit de beaucoup, beaucoup de gens aux États-Unis, en Amérique, au Canada aussi. Puis le livre essaie d'aller chercher ces gens-là pour leur dire non, regardez, c'est que c'est pas de votre faute, c'est le système qui vous enchaîne, il y a une façon de s'en sortir, mais il faut changer notre façon de penser. Il y a une façon pour celui qui part de zéro de s'en sortir, de changer sa trajectoire familiale pour aller vers la prospérité. C'est possible de le faire. Ensuite, la raison pourquoi les gens se retrouvent dans cet état d'esprit-là, où est-ce qu'on est découragé, on se retrouve dans des problèmes financiers, puis ça décourage beaucoup, beaucoup de gens. Puis là, dans le livre, dans le chapitre 1, on arrive avec un sondage fait par l'équipe Ramsey, avec certaines statistiques, puis pour démontrer que les gens ont des difficultés financières. Donc, là, je commence, 37% des répondants disent qu'ils ont des difficultés financières ou sont présentement même en crise financière dans leurs finances personnelles. Ensuite, 43% ont de la difficulté à payer leurs factures. 50% ont de la difficulté à payer leur loyer. Ensuite, 38% ont de la difficulté à payer leur hypothèque. Si on regarde ceux qui sont en loyer, c'est 50%. Ceux qui ont l'hypothèque ont un peu moins de difficulté. 38% ont de la difficulté à payer leur hypothèque. Ensuite, 25% des répondants ont dit qu'ils ont besoin de la carte de crédit pour rejoindre les deux bouts. On a besoin de ça parce qu'on n'en a pas assez avec nos revenus. On a besoin d'aller chercher la carte de crédit. C'est pas pour rien pour que les gens sont découragés. Ensuite, 4 répondants sur 10 disent qu'ils ont zéro en épargne. Qu'évidemment, si on est rendu
rendu à avoir besoin de la carte de crédit, c'est parce qu'il ne nous reste plus rien, on n'a pas d'épargne, on doit aller le prendre quelque part. 51% s'inquiètent pour leurs finances personnelles au quotidien. Imaginez, au quotidien, tu es inquiet pour tes finances personnelles à tous les jours. Imaginez comment que ça pèse sur l'anxiété, sur le stress. C'est pas une façon de vivre. 51, donc encore là, la majorité des gens. 40% disent avoir pleuré ou ont eu une attaque de panique à propos de l'argent dans les derniers mois. C'est un constat qui est assez alarmant. Évidemment, les sondages, faut voir là, comment que c'est fait puis tout, mais reste que c'est pas méconnu que beaucoup de gens ont de la difficulté avec leurs finances puis que c'est pas facile d'arriver de payer nos factures. Ensuite, on y va avec pourquoi qu'on a des difficultés financières, pourquoi qu'on se retrouve dans ces situations-là, pourquoi qu'on n'a pas d'épargne, qu'on s'inquiète pour nos finances, qu'on pleure. Les raisons possibles de ça, c'est l'inflation qui a eu lieu dans les dernières années. Nos salaires augmentent pas, mais le prix du panier de l'épicerie lui augmente. Ensuite, même chose avec le prix des maisons. On regarde pour peut-être acheter parce qu'on est à loyer, puis ça, on le sait que c'est pas bon parce que notre loyer ne fait qu'augmenter avec les années, tandis que quand on devient propriétaire, éventuellement, on finit par rembourser notre hypothèque, puis ça, c'est bon financièrement. Mais après ça, on regarde le prix des maisons, puis on se dit, ben non, c'est trop tard. Le prix des maisons est beaucoup trop élevé. Donc ça, c'est une autre raison qui fait en sorte qu'on a des difficultés financières. Ensuite, le prix des études postsecondaires. Bon, au Canada, c'est un petit peu moins vrai. Aux États-Unis, c'est flagrant. Les études postsecondaires à l'université, ça l'a fait, je pense, x4 dans les X dernières années. C'est énorme, là, le prix que les Américains payent pour leurs études postsecondaires. Qu'ensuite, je suis toujours dans les raisons, là, parce qu'on va lister toutes les raisons qui font en sorte qu'on a des difficultés financières. Ça peut être les banques centrales qui haussent le taux d'intérêt, justement, pour combattre l'inflation. Ça aussi, ça vient nous mettre des bâtons dans les roues, surtout si on a de l'endettement. Si on voit notre taux d'intérêt augmenter, ben ça, c'est une autre raison qui fait qu'on en a moins dans nos poches. Ensuite, là, on pourrait dire que c'est la faute du premier ministre, on pourrait dire que c'est la faute du gouvernement qui dépense comme s'il n'y avait pas de lendemain, qui n'ont aucune discipline budgétaire au gouvernement. Ça pourrait être de leur faute aussi. Si on n'a pas d'argent, c'est eux qui contrôlent. Pourquoi que ça ne serait pas de leur faute? Ensuite, les lobbyistes, les entreprises, les méchants capitalistes, tous ceux qui travaillent pour leur poche, ben oui, c'est un peu ça le système aussi capitaliste. Hein? C'est certain que les entreprises, les actionnaires, ça peut faire partie des raisons pourquoi on est en difficulté financière. Ils font partie du système. Les entreprises, ça pourrait être la faute aussi des anciennes générations. Hein? On l'entend, celle-là, des fois. Ouais, ok, c'est la faute des baby boomers. Hein? C'est ça, eux autres, on le sait bien, ils l'ont eu facile. Ils ont acheté leur maison pas cher. Puis là, maintenant, ils accumulent tout le cash. Puis ils le gardent pour eux. Puis là, ben, ça fait en sorte que nous, c'est plus difficile. Puis on va peut-être en hériter. Peut-être qu'on a un parent, mais peut-être que non plus. Donc, les anciennes générations, hein? C'est eux qui ont fait des grosses dépenses à gros frais, puis là, c'est nous qui payons la note maintenant. Hein? Ça peut être ça aussi, notre façon de penser, dire que c'est les anciennes générations. Ensuite, l'autre raison, ben, les médias. Hein? Les médias, ils présentent quoi aux nouvelles? Ils présentent ce qui fait peur, ils présentent tout le temps les mauvaises nouvelles, le sensationnalisme. C'est peut-être ça la raison pourquoi que l'économie va pas bien, pourquoi que nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Ensuite, ben c'est toute la culture toxique de l'argent, donc de se faire manipuler par la publicité, le marketing, tout ça. Donc, il y a un million de raisons, j'arrête là, puis dans le livre, évidemment, il arrête là. Ça se voulait exagérer pour dire que si on en veut des raisons, dans le fond, pour justifier le fait que ça va pas bien dans nos finances, il y en a une panoplie, OK? Puis vous avez sûrement déjà entendu ces raisons-là. Par contre, là, on va y aller d'un point de vue un peu plus positif. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer notre situation financière? C'est quoi le facteur que nous contrôlons? Parce que là, toutes les raisons que je viens de nommer en haut, c'est toutes des raisons qu'on ne contrôle pas. L'inflation, le prix des maisons, le prix des études postsecondaires, Banque centrale, le premier ministre, les lobbyistes, les entreprises, tout ça. Ça donne quoi de penser à ça? Ça donne quoi de blâmer les autres? Comment que ça nous aide, ça, dans le fond, à cheminer vers l'indépendance financière? Comment ça nous aide à obtenir la paix financière? Comment ça nous aide financièrement de blâmer toutes ces personnes-là? Parce qu'on les contrôle pas, ces choses-là. Donc, en réalité, ça donne absolument rien. Tout ce qu'on
qu'on peut faire, là, c'est aller voter quand vient le temps de voter, puis si on veut s'engager, puis être militant pour des causes, soit, mais tu sais, il faut penser à nous en premier avant d'essayer d'aller régler les grands problèmes de la société. C'est une bonne idée de mettre de l'ordre dans ses propres finances personnelles. Puis un facteur qu'on contrôle, c'est nous. Donc, si ça se peut qu'on soit né en Amérique, puis qu'on soit né fauché, OK? Qu'on soit né qu'on commence avec 0. OK? C'est le cas de la majorité des gens. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le rêve américain, l'idée de passer de 0 à 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars, c'est possible. Malgré toutes les raisons citées plus haut, si on se concentre sur ce qu'on peut contrôler, c'est possible. En Amérique, c'est ce qui est bien au Canada, aux États-Unis. On est dans un système qui le permet. On en voit des exemples à tous les jours. C'est pas nécessairement facile, mais ça peut être assez simple. Le rêve américain, il est possible. C'est ce qu'on dit dans le livre. C'est possible si notre rêve, c'est de vivre pas de dette. Si notre rêve, c'est d'être propriétaire. Si notre rêve, c'est d'atteindre la liberté financière, devenir le millionnaire d'à côté, c'est possible. Le rêve américain, c'est possible. Par contre, la société moderne fait en sorte que ça nous étouffe. Pourquoi qu'aujourd'hui, en 2024, avec toute la technologie qu'on a, pourquoi qu'on sent qu'on a de moins en moins de temps pour nous? Ben, les raisons, c'est qu'on est justement piégé par le système. On est enchaîné au système. On se retrouve enchaîné, OK? Puis là, il y a des vraies raisons à tout ça. Puis là, on va parler que, on est né peut-être, oui, c'est ça, en Amérique. Notre famille, une famille moyenne, normale, on va commencer de 0. Tu sais, nos parents, ils ont peut-être accumulé quelque chose, mais nos parents, c'est nos parents. Puis nous, c'est une autre chose. Si on commence de 0, peut-être qu'on n'a pas eu la meilleure éducation financière. À l'école, en tout cas, normalement à l'école, ça commence à être un peu mieux, mais normalement, c'est pas à l'école qu'il y a la meilleure éducation financière. Puis c'est peut-être pas avec notre famille. Peut-être que notre famille aussi est un peu pris dans le piège du système, donc enchaîné au système. Donc peut-être que notre famille ne nous a pas aidé nécessairement dans cette voie-là pour être bon avec l'argent. Peut-être qu'on a suivi le chemin classique, qu'on est allé au secondaire, au cégep, à l'université. Puis là, qu'à travers tout ça, on s'est rendu compte que, je veux peut-être pas rester chez mes parents, ou peut-être que mon école est plus loin, puis il faut que je me prenne un appartement. Puis bon, les frais d'études, puis ensuite, un petit train de vie pendant qu'on étudie, parce que là, on regarde les autres étudiants, ça a l'air le fun, tout ça. Puis là, on regarde ça, il y a des prêts étudiants disponibles. Puis moi, dans le fond, je suis en train d'étudier, je vais en avoir une job quand je vais sortir de l'université. Donc, pourquoi pas y aller, prendre un petit prêt étudiant pour me soutenir à travers ça. Ça coûte pas cher, pas d'intérêt en plus pendant que j'étudie. L'intérêt va commencer juste une fois que je vais travailler. Puis en plus, ça sera pas des gros taux d'intérêt. Tu sais, les gens sont gentils, hein, tu sais, parce qu'on est naïf. On pense que justement, tu sais, les bonnes banques sont là pour nous aider. Puis ils veulent qu'on ait étudié, ils veulent qu'on apprenne des choses. Donc, puis je le mérite, je travaille fort, j'étudie fort. Pourquoi que j'irais pas comme justement aller me chercher un petit prêt étudiant sur le side là, pour me payer un petit voyage peut-être ou me payer un peu de confort pendant que j'étudie parce que les études c'est important, hein? Mes parents me l'ont dit, les études c'est important, donc pourquoi que j'irais pas vraiment me concentrer sur mes études? Je vais oublier le fait que gagner de l'argent ça va être pour plus tard, là. Tu sais, j'irai pas nécessairement travailler parce que là je vais vraiment étudier, tu sais, je veux bien réussir mes études, donc j'irai pas en plus travailler, donc je vais aller emprunter, donc ça c'est la... Puis on dirait que tout le monde le fait, on dirait vraiment que c'est ça qu'il faut faire en fait. C'est ça le chemin classique. Donc, ok, je vais y aller là-dedans. Puis là, une fois qu'on va finir l'université, tout ça, peut-être qu'on va déjà avoir une petite carte de crédit. Tout le monde a une carte de crédit, s'en prend une, faire des achats en ligne. Puis si la banque veut m'en donner une, c'est sûrement que c'est correct que d'en avoir une, puis je vois tout le monde utiliser leur carte de crédit quand ils vont au restaurant, puis ça doit être la normalité, ça doit être ça que les gens font. Donc, puis là, donc c'est ça. Donc, je vais y aller avec la carte de crédit, tout ça. Et puis là, on commence à travailler parce que là, finalement, on termine notre diplôme d'études,
On arrive sur le marché du travail, puis là, on se rend compte que, oh, tabarouette, attends un petit peu, là, il y en a une bonne partie de ma paye qui s'en va au gouvernement, ça c'est l'impôt, OK? Il y en a une bonne partie aussi qui se va pour la RRQ, qui va... Puis là, quand j'arrive pour payer toutes mes choses, mon loyer, ma nourriture, mon resto, mes voyages, on n'a pas tant d'argent que ça. OK, mais j'ai ma carte de crédit, là, au pire, tu sais, plus tard, je vais faire plus d'argent. Donc, ça doit être ça qu'il faut que je fasse, tu sais, le mettre sur ma carte de crédit, puis oh, attends un petit peu, là, le paiement étudiant qui arrive, là, ça, c'est un gros paiement. Fait que là, on travaille un an, puis là, on regarde les autres aller, puis on dit, oh, tabarouette, c'est dur de travailler, puis il me semble que je le sens pas que, tu sais, ça va bien, mes affaires. Puis, Colin, là, mais là, je serais quand même dû pour une belle voiture. OK, on va regarder ça. Hey, ça coûte cher des voitures. Je peux pas accumuler, moi, 20, 30 000, 40 000 de mon salaire. C'est impossible. Mais je peux aller emprunter, par exemple. Je peux aller avoir un paiement de voiture. Ça, ils vont tapis rouge quand j'arrive au concessionnaire. Fait que je le mérite, là, parce que là, hey, j'ai étudié fort, puis là, je travaille fort à tous les jours. Donc, combien je peux me permettre un paiement de voiture? Donc, on va rajouter ça dans nos finances personnelles. C'est peut-être ça le chemin classique vers notre vie qui commence, donc d'aller chercher un paiement de voiture. Après ça, on déménage, on a besoin de meubles, là, on n'a pas l'argent pour les payer. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se prend des prêts, acheter maintenant, payer plus tard, puis on remet à plus tard tout ça. Et puis là, on se retrouve après quelques mois, quelques années, où est-ce que, Colin, la vie est plate. Il me semble que je travaille, puis j'ai jamais une scène, je suis toujours fauché. Ben c'est ça. C'est ça la société moderne. Peut-être qu'on est rendu là. À travers ça, j'ai pas parlé de OK, on va aller s'acheter une maison parce qu'acheter une maison, c'est intelligent. On va justement épargner sur le coût de loyer. Donc, c'est la chose que je dois faire. Donc, en plus de toutes mes autres obligations de prêt étudiant, de prêt voiture, combien je peux me permettre au maximum de ma capacité d'emprunt pour aller m'acheter une maison? Puis là, une maison, on n'achète pas ça tous les jours. Donc, je vais essayer de m'acheter la plus belle maison que je peux. Donc là, ça, on rajoute ça par-dessus tout le reste. Puis ça fait en sorte qu'on est fauché. C'est ça qui fait qu'on est fauché. Ça dresse le tableau de peut-être la situation où plusieurs personnes se retrouvent. Mais dans le livre « Se libérer d'être fauché », on va essayer de dresser un nouveau tableau, une nouvelle histoire, un nouveau paradigme, un nouveau monde. Donc, l'histoire qu'un système qui donne de la dette et qui le fait même pour vous garder prisonnier de l'endettement. On va vous dire, regardez, là, c'est pas tout à fait de votre faute si vous êtes rendu où est-ce que vous êtes rendu. Ben oui, c'est votre faute, il faut prendre responsabilité. Mais en même temps, c'est que le système, il est traître. Le système, il est insidieux, il est malcommode. C'est un système qui veut vous donner de la dette. C'est comme un pusher de drogue. On vous en donne un petit peu, pour faire en sorte que vous en aurez besoin toute votre vie. Puis ça, il n'y a personne qui va vous dire stop. Ben non, tous les vendeurs, ils vont vouloir que vous en preniez toujours plus. Il n'y a personne qui va vous dire ben non, m'emmener, il faut que tu arrêtes là, les dettes. Il n'y a personne qui dit ça. Puis j'ai de l'air bizarre, moi, de vous le dire, là. Mais c'est ça la réalité, c'est qu'on doit éviter à tout prix d'embarquer dans ce système-là. Puis c'est ce que le livre Breaking Free from Broke, se libérer d'être fauché, va nous dire. C'est pour ça qu'on se retrouve enchaîné au système. Donc c'est une histoire de dette. Puis un système qui vous donne de la dette, puis qui fait en sorte qu'il vous garde prisonnier de l'endettement. Donc là, l'idée, c'est qu'on veut faire un bon coup de barre. On veut s'en sortir, le livre, ça se veut, c'est un coup de fouet pour changer notre paradigme de pensée, pour changer notre façon de penser. Donc les prochains chapitres, après le chapitre 1 dans le livre, on va adresser chaque éléments du système qui vous gardent enchaîné. Puis on va les adresser un à un, on va les décortiquer, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va réussir, si on a de l'ouverture d'esprit, à peut-être tranquillement changer notre façon de penser. Il faut garder un esprit ouvert. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce qui est exposé dans le livre, parce que c'est normal, ces chaînes-là, pourquoi que les gens s'enchaînent comme ça? Ben, ils sont d'accord, ils le font de leur propre gré, c'est qu'ils pensent que c'est comme ça en Amérique, c'est ça qu'il faut faire, il faut s'enchaîner. C'est ce que les gens pensent qu'on doit faire pour avoir une belle vie. Mais absolument pas. C'est ce qu'on doit faire si on veut se ramasser dans le trou et être fauché. On va se libérer de ça, on va regarder chaque item. Puis le livre va adresser chacun des éléments, puis le livre va proposer un plan. Puis là, le plan, vous le connaissez. Le plan, j'en ai déjà parlé. Le plan de Dave Ramsey, c'est les baby steps. Puis là, je vais, dans le livre, dans la fin du chapitre 1, il revient avec un résumé des étapes
de bébé, les baby steps, les 7 étapes. Donc, étape numéro 1, c'est d'épargner 1 000 $ pour un fonds d'urgence de départ. C'est pas le vrai fonds d'urgence, c'est juste le fonds d'urgence de départ. Ça, c'est, on s'accumule, avant tout, là, on s'accumule 1 000 $, puis ça va faire en sorte qu'on ne sera pas obligé d'utiliser la carte de crédit le premier moment venu lorsqu'il va y avoir une petite urgence. OK? On utilise ce 1 000 $-là pour les urgences. Ensuite, une fois qu'on a notre 1 000 $ d'accumulé dans notre fonds d'urgence de départ, on va rembourser toutes les dettes, sauf la maison. Okay? Si on a une maison, on met ça de côté pour l'instant, mais tout le reste, voiture, prêt étudiant, tout ce qui est dette de consommation, on utilise la méthode boule de neige pour les rembourser. Évidemment, on prend l'engagement de ne plus utiliser l'endettement pour acheter quoi que ce soit. Si on veut acheter quelque chose, on l'accumule, puis on le paye cash. Troisième étape, des étapes de bébé, des baby steps de Dave Ramsey, on va épargner 3-6 mois de dépenses dans notre fonds d'urgence. Puis ça va être un fonds d'urgence donc qui se considère complet. 3 mois, c'est quand on a une situation d'emploi, de revenus assez stable. Si on a une situation où est-ce que nos revenus peuvent fluctuer, où est-ce qu'on est moins certain de notre situation de revenus, on va plus opter pour 6 mois de dépenses dans notre fonds d'urgence. On va se garder un bon fonds d'urgence. Puis ça va encore là, une fois qu'on va avoir ça, ça va apporter la paix financière. Parce que là, rendu là, on n'a plus de dette, on a un fonds d'urgence, on a la paix financière. Puis s'il nous arrive quelque chose, une perte d'emploi, on a du temps pour se retourner de bord. On ne sera pas en panique en train d'aller acheter un char à 80 000 $ parce que notre char a brisé et qu'on en avait besoin d'un pour la fin de semaine. Non, on va se calmer un peu, là. On va suivre le plan, on va s'acheter des voitures qu'on a les moyens de rouler. Puis peut-être qu'éventuellement, on en achètera une voiture neuve quand on sera millionnaire. Mais pour l'instant, ben non, on ne l'est pas, là, tu sais. Donc, on va s'en tenir à des voitures abordables. Étape numéro 3, c'est d'épargner notre fonds d'urgence. Une fois qu'on a notre fonds d'urgence, là, on va commencer à investir pour la retraite 15 %. Puis on pourrait même aller jusqu'au Canada à 18-20 % de notre revenu brut pour la retraite. C'est une bonne idée. OK? Minimum 15 %. Idéalement, 20 % de notre revenu brut. On le met de côté pour la retraite. Les REER, les fonds de pension. Donc ça, c'est un petit peu... c'est important parce qu'on ne voudra pas se fier juste à la RRQ, juste à la pension canadienne de vieillesse. On ne voudra pas se fier juste à ça parce que ça, c'est le strict minimum. On veut en mettre de côté pour le futur, puis on va le mettre, oui, sur les marchés probablement. Puis ça, c'est un peu la base, là. On veut mettre 15 %, mais on n'a pas besoin de mettre 15 %. Quand on est endetté, là, on fait pause sur l'investissement pour la retraite parce que rembourser nos dettes, c'est bien plus urgent. Avoir un fonds d'urgence, c'est bien plus important. C'est notre sécurité, c'est notre survie financière qui en dépend. Puis là, oui, une fois qu'on a la paix financière, qu'on a notre fonds d'urgence, étape numéro 4, on va mettre 15 % après ça pour la retraite. On va faire ça jusqu'à la retraite. OK, puis là, l'intérêt composé, puis le rendement sur les marchés boursiers devrait faire en sorte qu'on va accumuler un patrimoine de cette façon-là. Évidemment, il y a d'autres façons après ça d'accumuler un patrimoine. Peut-être qu'on va réussir à investir dans l'immobilier, peut-être qu'on va réussir à faire du reprenariat d'entreprise, dépendamment de toute l'énergie, la drive, nos connaissances, notre expertise qu'on est capable de développer. Parce qu'une fois qu'on n'a plus de problèmes financiers, qu'on n'a plus d'anxiété, puis qu'on n'est plus dans le trou, qu'on n'est plus fauché, on peut mettre du temps un peu sur se développer notre expertise, faire notre développement personnel, professionnel. Puis là, on peut réfléchir et devenir riche. OK, on peut réfléchir à, OK, qu'est-ce qu'on va faire, nous, qui va faire mieux encore que le marché financier, le 7 à 10 % de rendement qu'on peut avoir dans les marchés financiers avec nos REER, les CELI. Mais le REER, CELI, c'est la base. Tu sais, le gouvernement, il nous donne ça, il met ça à notre disposition. On va épargner énormément avec l'impôt. Ensuite, l'immobilier, oui, l'immobilier locatif, ça peut être bon. Attention, il peut y avoir beaucoup de frais, par exemple. Si on n'achète pas le bon immeuble, l'immobilier est tellement cher, c'est pas garanti, là, ça prend de l'expertise, il faut être accompagné, ça prend quelqu'un qui nous aide. C'est pas comme, là, peut-être 20 ans, où est-ce que, peu importe ce qu'on achète, on va réussir. C'est un petit peu plus compliqué maintenant, l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font. Donc, l'opportunité
est plus difficile. C'est pas juste n'importe qui, là, tu sais, puis n'importe quoi que tu achètes qui fonctionne. Numéro 4, investir dans l'immobilier. En passant, entre 3 et 4 aussi, là, si on n'a pas acheté notre maison, c'est le bon moment. Là, on peut après ça épargner notre mise de fonds. Mais idéalement, on peut aussi investir pour la retraite. Donc ça, c'est un peu un jugement, là, tu sais. Épargner pour la retraite, il faut commencer à le faire le plus tôt possible. Si on est capable de le faire en même temps qu'on accumule notre mise de fonds, il faut un petit peu jouer avec ça puis voir ce qui fait du sens dans notre situation. Idéalement, on veut l'acheter notre maison parce que ça va nous aider aussi à cheminer vers l'indépendance financière. Donc, je suis encore dans les étapes de bébé. Étape numéro 5, c'est épargner pour les études des enfants. Bon, celle-là est plus importante aux États-Unis qu'au Canada, mais on l'a quand même au Canada, les REEE. On veut aider nos enfants à aller aux études post-secondaires. Donc, on va l'en mettre dans les REEE. On peut faire ça, mais il faut s'assurer de mettre le 15% pour notre retraite. Hein? Notre retraite en premier, ensuite les enfants. Les enfants, là, ils vont profiter beaucoup plus de leurs parents qui ont la paix financière, qui ont leur retraite de planifier, que les études. OK? Les études, ça passe après. OK? On met notre masque en premier, puis après ça, on s'occupe de s'assurer que nos enfants aussi ils ont de l'argent. Mais tu sais, ça coûte pas si cher là, aller étudier au Canada. Quelqu'un peut aller travailler là, quand on est adolescent. Il y a moyen là, d'aller aux études au Canada, au Québec, sans aller chercher des gros prêts étudiants, même si nos parents, peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens d'en mettre de côté pour nous, c'est possible. Là, t'sais. Mais oui, après ça, étape numéro 5, on va vouloir leur donner un coup de pouce à nos enfants. Idéalement, on veut leur donner une bonne éducation financière. On veut leur enseigner les 7 étapes, les 7 étapes de bébé. On veut leur enseigner de ne pas aller dans l'endettement, d'accumuler leurs grosses dépenses, puis justement de ne pas mettre ça sur la carte de crédit. Donc ça, c'est l'épargne, épargner pour l'étude des enfants, étape numéro 5. Étape numéro 6, rembourser la maison plus rapidement. Ça va être après qu'on va avoir sécurisé les études des enfants, qu'on va avoir mis ça de côté. Peut-être qu'en même temps, si on a maximisé ça, on peut mettre le reste sur la maison. Parce que la dette sur notre maison, ça reste que c'est une dette. Puis notre maison ne nous appartient pas à 100%. Et puis, après, une fois qu'on a notre maison remboursée à 100%, ça nous fait un gros paiement de moins. Nos coûts de loyer diminuent de beaucoup et on se rapproche de l'indépendance financière. Et là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est que si on a développé une expertise, si on veut acheter une entreprise, si on a des opportunités d'affaires qui sont très rentables, oui, on a l'équité de notre maison qui peuvent nous aider avec des projets comme ça, puis qui peut faire en sorte que notre patrimoine va s'accumuler encore plus rapidement. Mais ça prend la base de notre pyramide financière pour se rendre jusque-là. OK? Moi, j'ai procédé de cette façon-là. J'étais allé étape par étape. La façon la plus rapide de s'enrichir, c'est de s'enrichir lentement. Il faut être patient, il faut faire les choses dans l'ordre. Ne pas aller utiliser la dette pour investir dans des opportunités douteuses. Je ferai attention avec ça. Ça, c'était l'étape numéro 6, on rembourse la maison. Étape numéro 7, ben là, on est rendu. Là. On bâtit notre patrimoine. Normalement, la maison est remboursée. Puis on a déjà on a mis 15% de notre revenu pour la retraite. On devrait être proche d'être millionnaire rendu là. Puis moi, ça s'est passé un peu comme ça. Là. Dès que j'ai réussi à rembourser ma maison, j'ai commencé à regarder mes chiffres puis que je me suis rendu compte que, OK, du jour au lendemain, j'étais millionnaire. Je m'en rendais pas compte sur le coup parce que ça n'avait pas de l'air. Là, je ne connaissais pas bien la valeur de ma maison qui avait augmenté. Puis, à rembourser de la dette, on ne le voit pas nécessairement là, qu'on a de l'argent à accumuler, puis de la valeur, puis nos REER, tout ça qui augmente, on ne le voit pas nécessairement, mais c'est ce qui s'est passé. En faisant ces 7 étapes-là, c'est super simple. Okay? C'est le gros bon sens. C'est ça, Dave Ramsey, c'est le gros bon sens. C'est la simplicité. C'est pas facile, mais c'est simple. Puis à l'étape numéro 7, on continue de bâtir son patrimoine. Puis on peut être extrêmement généreux envers nous-mêmes. On peut atteindre le train de vie qu'on vise. On peut profiter du fait d'être extrêmement généreux, qui est un des plaisirs de la vie, c'est de donner.
Et puis quand on est dans une belle situation financière, on peut se permettre de le faire. Donc ça, c'était les étapes, le plan. Donc je voulais le faire résumer, mais comme à chaque fois que j'arrive avec le plan des 7 étapes de Dave Ramsey, je rajoute un peu plus de détails. Donc tout ça, là, c'est le livre de George Camel, c'est pour vous faire réaliser que la dette, c'est un voleur. Okay? La dette, là, ça va vous voler votre richesse. Okay? On ne veut pas aller vers ça. On veut que faire un budget, ça peut être le fun, puis même que c'est comme assez important. J'en ai pas parlé beaucoup du budget, là, mais ça, c'est un petit peu à faire comme en premier, là, justement. Puis il y a une façon de faire ça pour que ce soit le fun, puis qu'en réalité, c'est ça qui va faire. Ça va être une des bases pour qu'on s'enrichisse, puis qu'on sorte qu'on arrête d'être fauché, le budget. Ensuite, l'épargne, c'est crucial pour avoir la paix d'esprit, le fonds d'urgence. Puis après ça, l'épargne, c'est essentiel pour pouvoir investir. Hein? Qu'est-ce qu'on met dans nos investissements pour la retraite? C'est ce qu'on réussit à épargner de notre revenu. C'est ce qu'on réussit à ne pas dépenser. C'est ça de l'épargne, c'est ce qu'on ne dépense pas. Donc, on a notre revenu, on a nos dépenses. Ce qui reste, c'est de l'épargne. Avec ça, on se fait un fonds d'urgence. Ensuite, on met pour la retraite, on met la mise de fonds pour la maison, on rembourse la maison, on met pour l'étude des enfants. Puis là, on remplit nos buckets comme ça. Puis, évidemment, on essaie d'augmenter tranquillement notre train de vie à travers ça pour voir une progression aussi, puis avoir un peu plus de confort, puis ne pas rester là, à manger des ramen toute notre vie. Là. On essaie d'avoir un peu de confort, on veut voyager, on veut se gâter un peu à travers ça. Puis ça, c'est la façon pour le faire, là. C'est ce plan-là. Ce livre-là, c'est pas juste pour les gens fauchés, OK? C'est pour tout le monde. Donc, le livre s'adresse à tout le monde, mais particulièrement, il va s'adresser à vous si vous êtes tanné d'être toujours fauché. Okay? Si vous êtes dans cette situation-là, ce livre-là va vous toucher. Si vous êtes tanné d'être toujours fauché, si vous sentez que vous travaillez trop fort pour vous sentir autant fauché, vous travaillez, puis vous ne voyez pas de progrès, vous voyez que vous êtes fauché, vous n'avez pas beaucoup d'argent, si vous vous sentez comme ça, ce livre-là va vous toucher. Est-ce que vous êtes épuisé de courir dans une roue existentielle sans fin de factures et de stress? Est-ce que c'est vous ça? Est-ce que vous vous sentez épuisé? OK? Est-ce que vous aimeriez récupérer un peu votre temps? Est-ce que vous aimeriez avoir la paix financière? Donc, ce livre-là est pour vous. Est-ce que vous voulez changer la trajectoire de votre famille vers la prospérité et puis laisser un héritage dont vous serez fier? Est-ce que c'est vous? Ça qui veut changer la trajectoire de votre famille vers la prospérité, si oui, Dave Ramsey, puis le livre « Se libérer d'être fauché », c'est pour vous. Pour y arriver, comme je disais au début, on va devoir faire un changement de paradigme. OK? Puis ça, c'est difficile. C'est très difficile de changer notre façon de penser, mais le livre va décortiquer étape par étape pour essayer de nous faire changer dans le bon sens. Puis la première partie du livre, OK, puis là, ça, c'est les premiers chapitres, vont nous aider à faire ça en révélant comment le système est fait pour nous rendre fauchés. C'est le système qui est fait de même. Le système est fait pour prendre notre argent, notre marge de manœuvre, puis notre paix financière. C'est aussi simple que ça. Le système est fait pour qu'on n'en ait pas de marge de manœuvre, puis qu'on ne puisse pas en accumuler de patrimoine, puis qu'on soit fauché. Le système, il est fait comme ça. Puis, même que je dirais qu'il est soigneusement conçu pour nous berner puis nous rendre esclaves. Puis, c'est comme si vous acceptiez là, d'embarquer dans une voiture là, puis vous de faire transporter là où vous ne voulez vraiment pas aller. Hein? Il faut prendre le contrôle, il faut prendre le volant de notre vie financière. C'est ce que ce livre veut que nous fassions, prendre le volant de notre vie financière. Ne pas rester dans le cycle de l'endettement, d'anxiété puis de cynisme. On va laisser faire ça, on va mettre ça de côté, là, le cynisme. Puis on va regarder ce qu'on peut faire, nous, pour s'en sortir. Le plan ne devrait pas être d'attendre qu'une force externe vienne régler notre problème. Parce que ça ne va pas arriver. C'est juste nous qui peut régler notre problème. Même s'il y en a tout plein de causes externes qui font en sorte que le système il est comme ça, puis qui fait en sorte que on se fait piéger, il n'y a pas personne de l'extérieur qui va venir nous sauver. C'est pas le gouvernement, c'est pas un nouveau programme qui va. Il faut prendre les devants, il faut prendre le volant de notre vie financière.
Donc, il faut apprendre à comment naviguer le système pour être au-dessus du système toxique puis respirer l'air frais. Il faut être au-dessus de tout ça. Ultimement, on veut atteindre l'indépendance financière, on veut récupérer notre temps. Imaginez que vous êtes David contre Goliath. Puis la bonne nouvelle, c'est que dans l'histoire, David, il va réussir à battre Goliath. OK? Le petit épargnant peut gagner. OK? Puis c'est ce que le livre va nous montrer. Et ensuite, on va parler évidemment de budget, c'est la base. C'est la fin du chapitre. George termine avec ça en disant qu'on peut aller voir l'application Every Dollar sur la plateforme de Dave Ramsey. Et puis, ça termine donc mon résumé du chapitre 1, se libérer d'être fauché. Et si vous connaissez des gens qui sont fauchés, donc dans votre entourage, peut-être que vous aimez les podcasts sur l'indépendance financière, puis peut-être que ce n'est pas du tout votre cas. Peut-être que vous avez des saines habitudes, que vous n'êtes pas endetté du tout, mais que vous connaissez des gens dans votre entourage. Une chose que vous pouvez faire, c'est lui envoyer le lien vers cet épisode de podcast-là, l'épisode numéro 57. Et puis là, on est à l'épisode numéro 66. Donc, si vous connaissez des gens que ça pourrait aider, je vous encourage à partager le lien. Et sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.